Moi, j'aime pas trop ce genre d'exercice un peu, comment dire, académique de présentation de master. Je vais préparer des choses sérieuses à vous lire. Mais je ne sais pas si j'ai tellement envie de vous lire des choses sérieuses, parce que je trouve que c'est plutôt rébarbatif qu'autre chose, enfin plus rébarbatif qu'autre chose. En plus, depuis quelques années, on a assez peu finalement d'étudiants bordelais qui viennent avec nous dans le S7 AVT. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a d'autres horizons qui leur conviennent plus, très certainement. Mais on a la chance de recevoir énormément d'étudiants étrangers. Enfin, Juliette peut en témoigner. Là, cette année, il y avait à peu près la moitié de l'atelier qui était constitué, même peut-être plus, d'étudiants Erasmus, hein, des Italiens, des Allemands, des Mexicains, des Argentins, des Thaïlandaises, voilà. Et ça fait plusieurs années que ça dure, et c'est assez bien. Et puis des étudiants entrants qui viennent d'autres écoles. Donc ça, c'est assez bien. Alors, je ne sais pas si c'est notre façon de travailler ou les sujets qu'on propose qui attirent les étrangers, peut-être. Voilà, alors moi, ce que j'ai préparé, peut-être plutôt que de vous parler de choses sérieuses, c'est... Bon, alors je vais peut-être partir... Je vais essayer de faire vite, hein, pour que après Carlos vous parle de... je vais partir loin pour revenir ici. Pourquoi partir loin ? Pour vous expliquer d'où vient le travail qu'on fait en S7 dans l'atelier qui s'appelle Architecture, Ville et Territoire. Bon, c'est un peu une appellation officielle. Surtout, ce qu'on fait, on s'attache à observer les mutations et la fabrication des territoires, et en portant une attention particulière aussi aux cultures et aux gens qui sont sur ces territoires. Alors, pourquoi je vous amène un peu loin? C'est parce que toute cette histoire, elle a démarré à des milliers de kilomètres d'ici, au fin fond de la Thaïlande, au fin fond du nord de la Thaïlande, où on travaille avec une université thaïlandaise qui s'appelle l'université de Kasetsart. Alors, il y a un certain nombre d'étudiants de l'école tous les ans qui partent pour un an, hein, à Kasetsart, à Bangkok. Si on travaille avec eux et si on a du plaisir à retourner là-bas avec des étudiants, c'est parce que les universités thaïlandaises ont, dans leur méthode d'enseignement, des pratiques qu'on n'a pas ici, qui consistent à avoir grosso modo un tiers du temps consacré à l'enseignement, un tiers du temps consacré à la recherche, et un tiers du temps qui est un travail d'application sur le territoire auprès des populations en vraie grandeur. C'est-à-dire qu'ils exécutent des projets, ils ont une mission de service public auprès des populations. Et ça, on trouve que c'est un peu une dimension qui manque ici dans nos universités, dans notre école, de pouvoir travailler les projets qu'on fabrique, par exemple ici à l'école d'architecture, de pouvoir les expérimenter en vraie grandeur sur le territoire. Et donc, c'est là-bas qu'on a découvert un peu cette façon de faire, hein. Enfin, bon, Carlos a fait partie de cette aventure ici, au départ. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de faire à peu près la même chose, enfin si possible. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Ici, dans l'atelier de S7, et puis Carlos fait ça aussi dans son atelier de S8.
Donc cette aventure thaïlandaise, si vous voulez, c'est un peu ce qui nous a donné cette méthode de travail qui consiste à se déterminer un territoire d'exploration, essayer de le comprendre, essayer de le connaître, aller au contact des populations qui sont là, connaître leur culture, connaître leurs compétences, essayer de voir comment elles sont organisées, travailler avec les autorités, hein, si on peut dire. Hein. Ici, ce serait des municipalités ou des régions, enfin des officiels, si on veut, et voir comment ensemble on peut construire des projets et comment ces projets, on peut les intégrer à nos enseignements. Alors, en revenant ici, là, à Bordeaux, on s'est penché sur quel territoire on pouvait travailler. Et depuis une bonne dizaine d'années, on travaille sur le territoire des Landes. Enfin, on a commencé par travailler sur le Val de l'Air et le bassin d'Arcachon, à travers un certain nombre de programmes. Et puis ça s'est continué avec le parc naturel des Landes de Gascogne, avec un certain nombre de communautés de communes pour lesquelles on a mené un certain nombre d'expérimentations. Donc pendant plusieurs années, on a travaillé sur qu'est-ce que pourrait être une architecture contemporaine dans le parc naturel régional des Landes. Ça nous a conduit sur la base des travaux des étudiants, à éditer un livre qui s'appelle Landitude. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, il est à la médiathèque. Voilà. Et donc, on continue cette aventure-là d'année en année, en essayant d'aller toujours le plus loin possible dans les possibilités d'exécution. Donc cette année, on a travaillé sur un territoire qui est autour de la petite ville de Mousteil, qui est une petite ville des Landes. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous connaissent les Landes. Je ne sais pas si vous connaissez ces territoires. C'est des territoires où il y a beaucoup de petites villes ou beaucoup de petits villages, où il y a de moins en moins d'activités, où il y a de plus en plus de lotissements qui entourent les villes, mais de moins en moins d'économie. Et donc nous nous interrogeons sur comment, par l'architecture ou par l'organisation du territoire, on pourrait arriver à redéployer une économie locale basée sur des savoir-faire, comment on pourrait faire évoluer ces savoir-faire, comment on pourrait mettre en place des nouvelles méthodes d'organisation du territoire. Ça, on travaille là-dessus avec des élus. Et tout ça, ça se construit au fur et à mesure. On ne cherche pas à avoir des solutions toutes faites pour ça. Donc, sur un territoire donné, les étudiants qui travaillent avec nous vont un petit peu mener un travail d'investigation, comme des enquêteurs, quoi. Donc cette année, par exemple, il y a eu des investigations qui ont été menées autour de la petite ville de Luxeuil. Je ne sais pas si vous connaissez Luxeuil, mais Luxeuil, c'est un petit village où il n'y a rien, où il y a quelque chose comme 500-600 habitants en permanence. Et puis, d'un seul coup, l'été, ils accueillent un festival qui s'appelle Musique à la rue, et d'un seul coup, il y a 15 000 personnes. Pardon. Enfin, sur 3 jours, donc 15 000 personnes par soir, 50 000 personnes qui débarquent dans ce petit village. Et ça pose un certain nombre de questions. Alors ça pose des questions d'organisation, bien sûr, mais ça nous amène aussi à nous interroger sur pourquoi ces territoires sont devenus uniquement des lieux où on va s'amuser, alors que le reste du temps, c'est des lieux qui sont totalement désertés. Donc voilà, il y a un travail d'exploration qui est fait, et puis ensuite,
bon, Juliette pourrait en témoigner, je pourrais montrer le travail que vous avez fait, je l'ai là, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais par exemple, c'est un travail qui a consisté à se demander comment on peut accueillir sur quelques jours comme ça, une masse de population qui arrive, plus des musiciens, plus des bénévoles, comment on peut mettre en place des abris temporaires pour accueillir tout ce monde-là. Et donc il y a un groupe d'étudiants de l'atelier qui s'est posé la question, après tout un travail de négociation avec des élus, avec des associations. Ils ont fait une proposition d'habitat temporaire permettant d'accueillir à la fois des bénévoles, des musiciens, des festivaliers. Et puis, ils ont prolongé leur réflexion en disant que ces habitats temporaires peuvent ensuite être déplacés pour accueillir des ouvriers agricoles pour différentes périodes, hein, que ce soit pendant la période des vendanges, etc. Et pourquoi pas accueillir aussi des personnes qui travaillent sur la côte pendant la période estivale, et pourquoi pas accueillir également des personnes qui travaillent dans les stations de ski en hiver, etc. Donc, travailler sur des petits habitats, des petits abris qu'on peut déplacer, qu'on peut stocker, etc. Voilà. Bon, ça, c'est des réponses très particulières, mais qui proviennent de questions qui sont posées par des territoires qui ont sur lesquels il y a des problèmes particuliers qui se posent. Alors, ça, c'est un cas particulier. Il y a aussi des questions qui se posent dans ces petits villages où tous les commerces sont fermés, où il y a malgré tout beaucoup de logements vacants. Hein. La plupart du temps, on voit qu'il y a dans ces villages 50 ou 60% de maisons qui sont inoccupées, qui sont vides, alors qu'il y a des lotissements énormes qui se construisent en périphérie, qui rasent, où on rase des parcelles de forêt pour les construire, etc. Donc tout ça, ça pose énormément de questions, et c'est là-dessus qu'on se penche. Donc, si vous voulez, ça nous conduit à mettre en place cette espèce de méthode d'exploration sans idée préconçue, pour essayer d'élaborer ce que pourrait être, comment dire, une façon de travailler pour des architectes dans le futur, hein, où on n'a pas forcément à faire la table rase pour proposer des solutions toutes faites, mais où on essaye de travailler avec ce qui existe, où on essaye de comprendre les problèmes qui se posent, et puis d'apporter des réponses, même assez modestes, à ces questions. Enfin, voilà, à peu près la manière dont on travaille. Je crois que c'est aussi la façon dont vous travaillez par la suite dans le S8, hein, puisque, enfin voilà, tu vas peut-être en parler. Tu veux montrer quelques exemples? Alors, je peux vous faire passer quelques exemples. Ce serait peut-être aussi bien que tu en parles, plutôt que ce soit moi qui en parle. Alors, mets-le en plein écran. Donc nous on avait travaillé donc, sur le village de Luxeuil, comme disait Jacques, un village de 700 habitants, et pendant les 3 jours il y a 56 000 personnes qui arrivent. Donc c'était la question de l'architecture éphémère, de faire un objet, un abri qui soit montable et démontable, facilement stockable. Mais on s'était aussi intéressé sur la thématique du bois, parce que dans les Landes il y a beaucoup de forêts de pins, et le bois des Landes est un bois de qualité, mais qui actuellement est utilisé que pour faire de la pâte à papier ou des cagettes, donc on trouvait ça dommage que cette ressource soit pas exploitée. Donc on avait... ça c'était nos 2 propositions, donc on avait fait deux modèles, un en bois, enfin principalement en bois, et l'autre plus en carton, pour essayer d'utiliser la ressource locale de façon différente. Donc
pour vous montrer, ça c'était une désimplantation sur le site, donc on avait repéré dans le village de Luxeuil plusieurs sites possibles, aussi bien dans les jardins d'habitants parce que les habitants du village étaient prêts à accueillir les festivaliers dans leur jardin, ou alors sur un site près de l'étang du village où il y a déjà les bénévoles qui viennent et qui campent sous tente. C'était pas forcément le plus agréable, donc on voulait proposer un logement de meilleure qualité. Donc on a fait un gros travail sur la ressource du bois. On a rencontré des associations qui essayent de préserver les forêts, des gens qui travaillent dans les scieries pour comprendre comment gérer le bois. Donc c'était tout au long du semestre rencontrer tous ces intervenants-là. Donc on a pas mal vagabondé dans les Landes. Donc oui, pour expliquer comment le pin est exploité actuellement et comment on pourrait l'exploiter autrement. On ne s'est pas intéressé juste à la ressource du bois, on a vu que le pin produit aussi de la résine qui était très exploitée à une époque et qui maintenant l'est plus, donc on s'est posé la question de comment on pouvait le réintroduire dans cette économie locale, soit en l'utilisant pour étancher en fait le carton pour les logements éphémères en bois et en carton, soit pour créer une nouvelle, réutiliser cette ressource et créer une nouvelle économie. Les aiguilles de pin aussi, on a vu que ça pouvait servir. On a trouvé un village en Inde qui utilise les aiguilles de pin pour créer l'électricité, donc on a essayé de l'intégrer pour fournir en fait l'électricité du village éphémère. Donc c'est tout un travail sur découvrir les ressources qu'il y a, comment elles sont exploitées, comment on pourrait mieux les exploiter. Et donc le festival, on a fait les propositions des abris, mais aussi où on pouvait les installer dans le village. Et donc on a ensuite détaillé comment on pouvait construire ces modules et comment le but c'était que ce soit facile à assembler pour les festivaliers ou pour les bénévoles, que ce soit pas un gros travail de manutention, qu'il n'y ait pas besoin de faire venir des énormes grues pour construire ça. Donc on est parti sur des petits triangles en carton qui s'assemblent les uns avec les autres et forment une sorte d'igloo. On a choisi le carton parce que ça permet après le festival de le recycler, ou par exemple dans la permaculture. Donc on a fait on a développé le système. En fait c'est pas juste de faire l'objet, c'était de voir où trouver les ressources et qu'est-ce qu'on en fait après. Donc on avait développé un peu le schéma d'économie d'économie circulaire. Ouais. L'économie circulaire, voilà. Et donc ensuite le modèle en bois qui était fait pour tenir dans un petit carton et être assemblé facilement sur place. Et dans celui-là, on avait choisi un modèle de base carrée pour pouvoir en assembler plusieurs et que ce soit un petit logement pour 2 personnes, soit on en assemble plusieurs et on peut loger jusqu'à 10 personnes, soit ça sert de loge pour les musiciens entre 2 concerts, soit de lieu d'exposition, de guinguettes pendant le festival. Celui-là, c'était vraiment la modularité qui nous intéressait. Et on avait essayé de faire plusieurs types de parois pour que ça puisse s'adapter à d'autres typologies que le festival qui a lieu en août. Comme disait Jacques, que ça puisse servir l'hiver, donc on avait fait un travail de recherche sur des parois isolantes. J'ai fait le tour. Très bien. Et donc, si vous voulez cet exemple-là va être prolongé parce que le module, là, le S7, on l'articule aussi avec d'autres enseignements, notamment un laboratoire de recherche qui s'appelle Passage, et puis le séminaire également, le séminaire S8, S7, S8, S9, où on se pose toutes ces questions-là, que j'exposais assez rapidement, sur les territoires, sur les questions d'émancipation, sur les questions d'économie circulaire, etc. Et dans le cadre de ce laboratoire, on a une équipe de jeunes enseignants qui sont intervenus ponctuellement avec nous dans le cadre d'un workshop et qui sont en train de mettre en place les 2 prototypes qu'on vient de voir là. On avait justement une réunion hier, ici. Il y a un certain nombre d'entreprises du territoire qui sont très intéressées par ces prototypes et on est en train de les réaliser. Et les premiers tests, les premiers prototypes, on va essayer de les construire pour le prochain festival, là, au mois d'août, le 15 août, Musique à la rue. Donc il y aura, sur la base de cette proposition, 2 prototypes qui vont être faits. Alors,
En carton, ça ne va pas encore être au point parce que ça demanderait de faire des tests un peu longs sur comment isoler un carton, comment lui donner de la tenue si jamais il pleut, etc. Mais on va au moins construire ces 2 prototypes en bois, démontables, réutilisables, etc. Donc on est vraiment dans un travail qui va de la compréhension d'un territoire, du travail au plus près des personnes de ce territoire, jusqu'à l'exécution avec eux de petites architectures. Alors là, c'est des petits abris, mais ça peut être d'autres types d'architectures sur lesquelles on se penche. Et puis, il y a aussi une autre chose qui va se passer pour l'année prochaine, c'est qu'un des territoires, un des lieux sur lesquels on avait travaillé les années précédentes, à Moustaigue, une ancienne scierie désaffectée, vient d'être rachetée par une communauté de communes assez importante de la région, sous l'autorité du parc régional des Landes. Et on va essayer d'implanter dans cette scierie, dans cette ancienne scierie, un certain nombre d'activités, dont un atelier d'architecture, un atelier de l'école d'architecture, hors les murs, où on pourrait faire de la formation, alors pour des étudiants, que ce soit des étudiants en architecture, que ce soit des étudiants en paysage, avec à côté des artisans locaux, notamment sur des questions du bois, sur comment on peut faire évoluer la construction en bois, mais aussi d'autres acteurs. Hein. Il y a peut-être la région qui serait intéressée, il y a peut-être l'IUT Bois de Mont-de-Marsan qui pourrait être intéressé, etc. Donc on essaye de constituer un groupement de personnes pour occuper ce site assez énorme. Et donc pour l'année prochaine, on proposera, alors on est en train de travailler le sujet, hein, je ne peux pas vous le donner aujourd'hui, mais on proposera dans l'ES7 de mener ce travail d'implantation d'un atelier hors les murs dans ce territoire landais. Là, voilà pour l'ES7. Merci. Merci. Moi j'ai une présentation un peu plus classique, mais je vais essayer quand même d'être très court et notamment de donner une vision, on va dire, donc, globale, mais rapidement. Et vous savez que ces ateliers donc, avaient été, il faut qu'ils sont présents donc, en S7, S8, S9. Chacun donc, bien sûr donc, développe donc, une manière propre d'aborder la question du projet, mais quand même ça découle déjà donc, de ce qui existait avant, c'était les domaines B, qui s'intéressait donc à l'architecture de la grande échelle et voir comment ces questions culturelles étaient aussi donc, liées à des problèmes d'identité, donc des problèmes locaux. Et ça a donc évolué donc, au fur et à mesure que ces notions également donc, ont évolué, donc, dont témoigne donc, ce que vient de vous présenter Jacques. Mais en tout cas, voilà, l'offre, on va dire, des 3 semestres, c'est une offre donc, qui s'intéresse à des questions de comprendre un territoire et agir par les projets, soit de manière donc, très intéressé, comme ça vient d'être indiqué, aux questions locales, et aussi, ou dans notre cas, comme dans les cas du S8, nous, là, on change, donc voilà, disons, de manière volontaire, et on change à la fois donc d'échelle et de territoire pour justement, donc, vous outiller, enfin, en tout cas, vous donner des outils de travail donc, à la grande échelle, mais toujours donc par les projets. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la question de la grande échelle, en tout cas dans les suites, elle importe pour comprendre ce que c'est un territoire, un contexte, et comment est-ce qu'il est assujetti à des phénomènes actuels de globalisation, de métropolisation, et des problèmes complexes qui font l'objet donc de réflexions de votre part. Et à partir de là, en parallèle, on prend donc position, on prend une posture et on définit donc une thématique d'action
un projet qui part d'une stratégie globale, mais qui se vérifie, qui se traduit par quand même un projet concret, un projet, on dit toujours porté vers l'innovation, parce que ça veut dire qu'on laisse quand même une part créative, et qu'il n'y a pas un programme défini. Les programmes, donc, c'est l'étudiant donc qui les choisit, mais à partir d'une prise de position, d'une connaissance, vraiment donc je dirais une stratégie qui est définie au préalable. Donc, je vais juste donc vous montrer, mais là, et vous pouvez aussi les consulter sur le site de l'école. Donc là, on avait fait donc justement donc quand on avait mis en place ces différentes donc propositions, une idée globale dans lesquelles voilà ce qui importe donc dans les modules AVT, architecture ville-territoire, c'est explorer, expérimenter des interactions entre les projets donc d'architecture et son environnement, donc tant physique que culturel. Donc on forme des futurs professionnels. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vous donner une capacité de réflexion et d'action responsable dans des milieux contrastés, aussi bien dans la région de Bordeaux qu'à l'étranger. C'est pour ça qu'on insistait beaucoup dans ces territoires donc, lointains et avec des workshops. Et aussi voilà, sur différentes échelles et sur des milieux très divers. Donc, vraiment, donc, c'est une offre et que... On trouve que ça forme en effet donc à la fois des architectes mais des citoyens qui vont agir dans la construction du milieu dans différentes régions en fonction de ses envies, mais même ici donc bien sûr. Et voilà, donc on vous encourage donc à concevoir de nouveaux programmes et on vous encourage aussi à vous questionner sur la question de l'identité locale. Une question quand même vaste, mais par les projets, donc, on peut aussi donc l'interroger. Et cet apprentissage qu'on le fait par les projets. Voilà. C'est pas un, comment dirais-je, ce ne sont pas des ateliers où il y a, on va dire, une doctrine, où il y a, je sais pas, une manière de faire. Non, c'est vous qui, par votre réflexion, et vous faites les projets et vous servez donc du territoire qui vous questionnez, mais aussi du corpus d'idées de l'histoire de l'architecture. Donc, voilà, donc c'est vous qui forgez donc vos propres outils de travail et donc c'est vous qui prenez conscience du rôle de l'architecte dans un monde à mutation et donc du coup voilà, vous êtes confronté à répondre et donc aux enjeux qui sont au cœur de la fabrication de la ville et territoire contemporain et aussi une ouverture vers des pratiques émergentes. Et donc voilà, donc il y a, nous sommes des équipes pluridisciplinaires où il y a c'est pas donc un champ qui porte l'équipe, donc il y a plusieurs champs qui sont donc représentés dans l'offre des 3 ateliers et avec une articulation quand même étroite entre projets et séminaires. Pour nous, c'est très important donc à la fois donc expérimenter par les projets, mais en même temps prendre du recul et réfléchir donc en même temps dans le cadre du séminaire. Et on a parlé donc de ces liens avec l'UMR Passage qui est rattaché au CNRS et également depuis 3 ans à un post-diplôme en DEPA qu'on a mis en place, les enseignants qui sont donc dans ces équipes et par la plupart qui s'appelle Rebuilding the World, RBW, c'est un post-diplôme qui dure 1 an et qui prolonge donc les réflexions telles qu'elles ont été décrites par Jacques. Donc bon, là, c'est juste des intitulés. Donc, il y a le semestre 7 qui va être présenté. Et moi, je vais présenter donc le semestre 8 qui s'intéresse donc à plutôt donc à développer donc une stratégie et en parallèle donc des projets qui confirment, qui illustrent la stratégie. Et ça, c'est donc au semestre 8. Et au semestre 9, c'est Olivier Brochet donc, qui l'assure. Donc, et
là c'est plus donc c'est des grands projets d'envergure et qui répondent à des attendus programmatiques innovants dans des situations urbaines et complexes. Bon, vous connaissez Olivier Brochet, donc je ne vais pas donc présenter son module à sa place. Et donc voilà donc pour la présentation générale. Mais vous pouvez consulter ça dans les sites parce que ça figure donc depuis très longtemps. Et pour ce qui est donc du S8, là je vais le présenter aussi assez rapidement. Voilà, donc il y a donc une équipe qui est constituée par Jean Broder et moi-même et James Augier. Donc l'idée c'était de comment dirais-je, réunir donc des gens qui ont des formations différentes donc, et qui puissent assurer en parallèle donc, des apports. Donc, James Augier et moi-même, nous assurons donc, on va dire, la partie plus liée à une réflexion stratégique, mais aussi donc, comme dirais-je, vérifié par les projets. Et John Broder, donc, il travaille plus, donc, et il vous suit donc dans les projets, la fabrication des projets. C'est pour ça que c'est les suites. Nous savons donc, comme il y a, on va dire donc deux équipes d'enseignants. Donc, John, bon, avec un collaborateur que on va donc choisir rapidement, qui travaille donc les mardis après-midi, et James et moi qui nous travaillons donc le jeudi après-midi, donc 2 journées par semaine, dans lesquelles il y a donc voilà un apport donc plus territorial une après-midi et plus porté donc à la petite échelle donc le mardi. Donc bon. Je ne vais pas passer donc en revue donc toutes ces introductions que vous pouvez, comme je vous dis aussi, la retrouver donc sur les sites. Mais l'idée c'est voilà comment dirais-je, il y a la spécificité qu'on a voulu garder depuis plusieurs années dans ces modules, c'est face à un territoire, comprendre qu'un contexte on ne les subit pas. Il y a des enjeux et on peut avoir donc une vision globale. Et certainement donc la grande échelle urbaine c'est assez vaste, mais on ne travaille pas comme l'urbaniste, même si on a une réflexion donc à la grande échelle, on travaille par les projets qui lui donc il est en résonance avec une posture, avec une idée qu'il faut la voir, qu'il faut la définir et que mais qu'elle doit être donc opérationnelle donc pour construire donc une modalité de vivre et donc un lien donc avec la posture donc de l'étudiant. Et voilà donc bon ça je vais pas donc trop en dire, simplement que pour nous on s'intéresse donc à des territoires à mutation comme des territoires justement donc qui font l'objet d'exploration et des territoires qu'on pourrait penser qu'on subit, mais nous on croit qu'au contraire donc c'est là où il y a quand même c'est des réflexions, les zones à décrochage, et même à l'extérieur ou même à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous, on a beaucoup travaillé sur des friches industrielles, ferroviaires, mais aussi sur des secteurs donc, en marche où il y a une limite de la ville qui s'ébrouille avec la campagne. Tout ce qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui donc, des secteurs donc, des transitions environnementales. Donc c'est cette question des transitions environnementales qui est une question d'actualité. Et nous, on s'intéresse depuis très longtemps. Et même, on a, bon, là je vais vous passer en revue rapidement, même ça date un peu pour certains projets, mais tout pour dire qu'on s'est intéressé à des territoires qui par la suite sont devenus des projets, des secteurs des projets concrets à Bordeaux, comme Bestier ou la Bastide, sur lesquels donc, on a travaillé donc, il y a donc, depuis très très longtemps, et on s'est aussi intéressé à des secteurs donc transfrontaliers, et bon, vous me connaissez dans les 5, je travaille beaucoup donc sur la question transfrontalier dans des secteurs donc outre les Pyrénées, et bon ce travail donc il a été poursuivi aussi dans les suites. On a travaillé donc
à Bilbao, on a travaillé donc à Hendaye, à Pau et à Bayonne. Bon, je vous passe rapidement, mais juste pour voilà, pour vous montrer que et toujours donc dans ces territoires, il y a, vous voyez, donc il y a une réflexion stratégique donc au niveau de la grande échelle et pour pouvoir donc définir donc de manière assez fine, assez précise quand même, et enfin une idée comment est-ce qu'elle peut se traduire donc en termes des projets. Et on a aussi travaillé sur des secteurs, des fois, qui étaient assez complexes, mais qui faisaient aussi donc l'objet donc des débats, comme la Roca de Bordeaux, où on s'est intéressé aussi, voilà, comment donc une infrastructure qui est un élément qui, comme ça, paraît traumatisant, et quand même donc c'est source des projets et des programmes, et il n'y a jamais une fatalité d'un territoire. Il y a juste donc des situations auxquelles donc il faut répondre de manière donc intelligente. Voilà. Et rapidement donc peut-être juste pour vous montrer des choses plus récentes, on a travaillé donc voilà l'année dernière sur Bordeaux, sur un territoire qui fait l'objet donc des questionnements. La Bratza-Ligne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc une ligne donc de chemin de fer donc abandonnée, où il y a eu des projets, des Batmets, enfin il y a plein de projets, et donc nous, donc, voilà, on a pris donc ces thèmes à grande échelle comme aussi donc l'occasion pour définir donc une manière de réfléchir donc à ce qu'est la nature dans la ville, et ce qui est un lien donc nouveau qu'on peut recréer dans des quartiers, et en tant que lien, en tant que question de mobilité, et des programmes. Et à partir de ces réflexions, les étudiants donc ont défini des situations et des projets, et qu'ils sont donc développés avec des programmes donc divers, comme voilà, un parc écoculturel qui était donc développé dans les cadres donc dans des secteurs. Donc voilà, où le dernier projet que je vais vous montrer, c'est un projet donc qu'on a fait à Pau. Voilà, où on a travaillé à Pau sur la réhabilitation d'une halle abandonnée, et la Cernam, qui fait l'objet donc d'un questionnement sur cette frange des Paux, cette partie ferroviaire est abandonnée, difficile à occuper parce que c'est trop vaste, mais par donc un programme, enfin un bâtiment pour les coups, que la ville donc voulait investir en tant qu'un tiers-lieu. C'est qu'ils nous ont sollicités, nous on a accepté, et de faire des propositions. Donc oui, tout ça pour vous dire que également, même si on est dans une dimension très vaste, très utopique si l'on veut, toujours, donc, on est, comment dirais-je, les thèmes sont choisis en lien avec des autorités locales ou des équipes d'urbanisme locaux qui, eux, nous fournissent le territoire ou les thématiques. Donc, voilà, donc ça crée... Et les rendus généralement donc se font face à ces publics. Donc même s'il y a donc une certaine, on va dire, utopie, parce que bon, c'est des thématiques très libres qu'on s'autorise, il y a toujours donc une caution dans le sens que c'est quand même ça part d'un questionnement donc du réel par des acteurs réels. Et voilà, donc bon, on a quelques exemples de ce qu'on fait, de ce qu'ils font nos étudiants, et juste donc pour ne pas trop parler,
Voilà. On a beaucoup travaillé sur des territoires transfrontaliers en Espagne ou proche de la frontière dans la région Aquitaine. Et depuis cette année, on a décidé, parce que comme on a des liens avec des universités qui sont plutôt au nord, on a décidé de changer des caps. Et cette année, on a travaillé sur Rotterdam. On a travaillé sur Rotterdam. Bon, si vous... Cet après-midi, on a les rendus finaux donc, à l'atelier 2 à partir des 13h. Donc, si vous faites jeter un œil avant de nous quitter, vous allez voir donc, ce qu'on a fait cette année. Et on travaille conjointement avec l'université de Delft et sur Rotterdam et sur un secteur du waterfront, mais qui, contrairement à la tendance des années 90, on faisait des tours, des choses, voilà, et très mondialisées. Là, on est un territoire où il y a une île qu'il faut protéger, et il y a des notions donc, de transition écologique, d'environnement, et donc il y a d'autres paradigmes qui sont convoqués dans la transformation des territoires, et c'est avec ces paradigmes-là qu'on a travaillé donc, avec les étudiants. Et l'année prochaine, on a l'intention de travailler sur Copenhague. Et là également, donc, on a des contacts avec l'université de Malmö, qui est la ville qui est en face de Copenhague. Et l'idée, c'est de travailler sur Copenhague, le site n'est pas encore donc, choisi. Mais bon, vous voyez, Copenhague, c'est une ville qui a beaucoup investi cette année sur ces questions d'espace public, d'appropriation aussi des lieux par les habitants. Là, c'est des parcs dans le secteur des faubourgs où la question d'appropriation c'est vraiment donc c'est clair donc de leur débat. Donc bon, voilà, donc on voulait s'intéresser pour un autre territoire. Et voilà, donc bon, j'essaie d'aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais donc vous transmettre. Mais dernière chose, et également donc bon, même si c'est vrai que je vous ai dit que chaque équipe donc a même si on est tous attachés donc au territoire comme source culturelle et d'action et de création d'identité, bien sûr donc les échelles et les manières donc forcément donc c'est différent. Et il y a quand même une continuité avec le travail du CET dans le cadre d'un workshop qu'on fait chaque année à Guanajuato au Mexique. Donc c'est un workshop qui est ouvert aux étudiants qui font les suites l'année suivante. Ils ont la priorité pour participer à ces workshops qui durent une semaine et qui se fait donc pendant la semaine des vacances. Et voilà, donc c'est une activité qui permet de poursuivre donc ce travail dans un milieu. Là, on travaille avec les habitants et avec des communautés et avec l'idée de aussi donc pouvoir créer des prototypes, donc pas simplement donc être dans la réflexion et bien sûr donc bon, ce qui est important parce que c'est formatrice, mais aussi de pouvoir comment dirais-je être proche et toucher donc la créativité et par la fabrication dans des espaces publics ou dans des milieux bon, qui sont appréhendables dans une semaine et par la matérialité, voilà, l'action matérielle et avec la population. Donc ça c'est une offre également que est proposée aux étudiants donc d'AVT. Donc vous voyez, donc c'est une offre donc assez diversifiée, assez variée et on nous a demandé bon que ça soit donc assez varié. Donc on a nous voilà, en tout cas nous c'est une équipe, on a des convictions et on vous propose voilà comment dire, à la fois des thématiques qui ont un lien par ces manières donc d'aborder la question du territoire et l'identité et la culture dans les projets, mais sur des territoires assez différents et même sur des outils
un outillage qui varie aussi selon les semestres. Voilà pour la suite. Je vais peut-être juste un petit peu compléter par rapport à ce que j'ai dit précédemment, parce que j'ai un peu oublié de vous le préciser, l'équipe du S7, donc à part moi, il y a Christophe Bourriette, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est architecte et urbaniste, et aussi Ayouane, qui est également architecte et urbaniste. Donc on est une équipe de 3, et sur le planning, sur l'emploi du temps, on travaille également sur 2 demi-journées. On ne se répartit pas les demi-journées en fonction de architecture ou urbanisme, etc. Nous, ce qu'on trouve intéressant sur le fait d'avoir 2 demi-journées, c'est qu'il y a une journée qui peut se passer ici, en atelier, et puis une demi-journée dont vous pouvez disposer, vous, à votre gré. Soit vous venez à l'atelier, et on travaille ensemble, on discute ensemble de vos propositions, soit vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser cette demi-journée pour aller faire un travail de terrain, d'investigation, de façon assez libre. Il y a quelques années, on s'était mis d'accord avec un groupe d'étudiants pour qu'ils soient là à l'école une demi-journée par semaine, et l'autre demi-journée, ils avaient monté leur atelier dans un petit village des Landes où la municipalité leur avait prêté une salle municipale, et pendant tout le semestre, ils ont travaillé là-bas, ce qui leur permettait de rencontrer les populations, d'être au plus près de leur site de travail pour pouvoir travailler sur place. Et donc ça, c'est des dispositifs qu'on trouve particulièrement intéressants, quoi. Donc il y a 2 demi-journées, il y en a une qui se passe ici, à l'école, ou les 2 à l'école, mais au moins une ici à l'école, et l'autre, c'est une demi-journée que vous utilisez comme vous voulez, de manière à faire avancer votre travail. Et puis sur la question du workshop, bon alors, Carlos parlait du workshop au Mexique. Nous, on a également, il y a également un workshop auquel on tient et qu'on essaye en permanence de maintenir, mais qui est lointain, hein, c'est un workshop en Thaïlande. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que ça vous coûte le moins cher possible. C'est toute la difficulté de l'organisation de ce workshop, puisqu'il faut arriver à trouver des financements pour pouvoir payer des billets d'avion à tout le monde. Donc cette année, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que les financements sont arrivés un peu tard, et parce que du coup, ensuite, ça a décalé complètement le planning de nos interlocuteurs thaïlandais, qui finalement nous proposaient une date de workshop qui tombait en mai, et en mai c'était plus possible pour vous qui étiez, enfin pour les étudiants qui étaient engagés dans un nouveau semestre, de se libérer. On essaye malgré tout de le maintenir pour l'année prochaine. Là je suis en contact avec les enseignants de l'université de Sakon-Nakhon pour qu'ils viennent comme l'année dernière au mois d'octobre, hein, pour accueillir un certain nombre d'étudiants et d'enseignants ici pour démarrer le semestre, et puis dans la mesure du possible essayer avec eux de mettre en place un workshop en 2020, mais alors qu'on essaierait de situer plutôt à l'intersemestre, hein, vers le mois de février 2020. Donc il faut s'y prendre dès maintenant, parce qu'il faut que dès la rentrée, on soit en mesure de retenir des billets d'avion pour essayer d'avoir des billets d'avion le moins cher possible, quoi. Enfin, voilà un petit complément de... Je complète, donc avec une bonne fois on reçoit parce que c'est le croisé, ça qui est intéressant. Ah ben, on tient absolument à ce que ce soit croisé. Enfin, on va pas juste explorer des territoires étrangers, mais on fait venir également on accueille aussi des personnes.